Mon mari a déclaré, chacun s'occupe de ses propres parents. En entendant cela, j'ai pris une décision en silence, à compter de maintenant, je coupe chaque centime qui finance le style de vie de ma belle-mère. Écoute, Amélie. Désormais, chacun de nous s'occupe de ses propres parents. C'est comme ça qu'on va faire. Ma décision est prise. La bombe que mon mari, Julien, venait de lâcher depuis l'autre bout de la table du dîner figea l'air de la pièce en un instant. Alors que je posais mes couverts, Julien me regarda avec l'expression suffisante d'un homme d'affaires brillant qui venait de conclure une affaire compliquée. Cependant, à ce moment-là, cet homme qui bombait le torse devant moi ne savait absolument rien. Il n'avait aucune idée de qui payait dans l'ombre pour financer le style de vie luxueux que sa mère aimait tant afficher. Et il ne se doutait certainement pas que son décret égoïste se transformerait en quelques jours en un nœud coulant qui se resserrait sans pitié autour de son propre cou. Chacun de nous s'occupe de ses propres parents, répétai-je doucement, replaçant lentement mon couteau et ma fourchette à leur juste place. Julien ricana avec dédain, portant à sa bouche un morceau de bœuf de Kobe de premier choix, que j'avais moi-même acheté. Oui, exactement ce que j'ai dit. Ta mère s'est récemment fait mal au dos dans sa maison de campagne, n'est-ce pas? Lança-t-il avec mépris. J'espère que tu n'as pas l'idée naïve de l'aider avec l'argent du budget familial. Je n'ai aucune intention de dépenser ce que je gagne pour tes parents fauchés. Ces paroles cruelles résonnèrent dans la salle à manger silencieuse. Le mois dernier, ma mère s'était en effet légèrement froissé le dos en jardinant. Je l'avais mentionné à Julien en passant, sans trop y penser, mais dans sa paranoïa, il avait décidé que j'allais essayer de lui imposer la responsabilité d'aider ma famille. Il avait décidé d'agir préventivement pour tuer l'idée dans l'œuf. Ma mère, continua-t-il avec suffisance, est une femme charmante qui vit seule et est absolument indépendante. La tienne, avec sa maigre pension de retraite, qui sait quand elle viendra nous voir en pleurant et en suppliant pour de l'argent. À partir de maintenant, chacun gère les siens. Cela vaut pour l'argent et pour le temps. Responsabilité personnelle totale. Compris? Julien leva son verre de vin, me regardant avec une condescendance absolue. Je ne sais pas comment tu comptes t'occuper de ta mère avec les quelques sous que tu gagnes en tant qu'indépendante. Mais tu ferais mieux de ne pas toucher un seul centime de mon argent. J'ai mes propres dépenses et mes propres obligations envers ma mère. Quelle rafale d'insultes. Dans une situation normale, ce serait le moment de me lever et de lui jeter mon vin au visage. Mais au lieu de répondre, je me contentais de lui lancer un regard silencieux et glacial. Cet homme ne comprenait vraiment rien. Un profond silence plana dans l'air. Julien, interprétant mon silence comme la preuve que j'étais trop blessé pour protester, gloussa de satisfaction et se remit à couper son steak. Il m'avait qualifié d'indépendante qui gagne des clopinettes, et c'était vrai, mais seulement comme un écran de fumée. Sur l'insistance de Julien, j'avais quitté un poste à temps plein dans une grande entreprise et je travaillais maintenant de chez moi comme traductrice médicale. Je lui avais dit que j'aidais simplement l'entreprise d'un ami et que je gagnais peut-être 1 000 € par mois. Julien, avec son ego masculin fragile, détestait la simple pensée que sa femme puisse gagner plus que lui. Et puis il y avait sa charmante et indépendante mère, Béatrice. Sa vie consistait en des visites quasi quotidiennes dans des restaurants haut de gamme, des achats de cosmétiques de luxe au bon marché, et 2 somptueuses vacances à Chamonix ou en Italie chaque année. Julien était fermement convaincu que sa mère gérait cela grâce à l'héritage laissé par son défunt père et à sa pension, sans jamais en douter une seconde. Mais la réalité était complètement différente. Le jour de nos fiançailles, ma future belle-mère avait ri bruyamment en déclarant « Vous voyez, nous venons d'une famille très instruite et respectée. Nous ne nous attendions pas à ce que vous ayez de l'argent, mais j'attends de ma belle-fille qu'elle se consacre corps et âme à prendre soin de moi. » Peu après le mariage, elle m'a demandé de lui donner une carte de crédit. Juste pour les dépenses imprévues, pour ne pas déranger Julien, m'a-t-elle dit. Ne voulant pas causer de problème avec mon mari, j'ai commandé une carte additionnelle liée au compte où mes honoraires de traduction étaient versés. Ce fut le début de l'enfer. Les dépenses de Béatrice augmentaient de mois en mois, et un montant astronomique était désormais débité de mon compte chaque mois, un montant dépassant de manière significative le propre salaire net de Julien. Depuis 5 ans, je travaillais jour et nuit comme une forcenée pour financer secrètement le style de vie somptueux de ma belle-mère. Et tout cela alors que ma propre mère n'avait pas besoin du moindre centime d'aide. Ma famille, les Lefebvre, possédait de vastes étendues de terre depuis des générations. Rien qu'avec les revenus locatifs de ces biens immobiliers commerciaux,
ma mère possédait une fortune nette bien supérieure à ce que Julien gagnerait de toute sa vie. D'accord, dis-je doucement. Julien me regarda, surpris. Je ferai comme tu le dis. À partir de maintenant, chacun s'occupera de ses propres parents. Nous n'interférerons pas dans les affaires familiales de l'autre, et nous ne leur donnerons pas d'argent. D'accord. Pendant un instant, Julien parut décontenancé par ma réaction soumise. Mais ensuite, un sourire narquois se dessina sur ses lèvres, et il hocha la tête. Ouais, d'accord. Ce sera mieux pour nous deux. Tout est parfaitement clair, n'est-ce pas, dit-il, satisfait. Mais garde à l'esprit, ne viens pas pleurer chez moi plus tard. Je te le promets. Je ne pleurerai pas et je ne le regretterai pas. Je serrai les poings sous la table, souriant froidement. Satisfait que sa proposition soit acceptée, Julien commença triomphalement à zapper les chaînes de télévision. Il ne se doutait de rien. Il ne savait pas que quelques minutes auparavant, j'avais utilisé l'application bancaire de mon téléphone pour bloquer la carte de crédit que j'avais donnée à sa mère. Je me demandais à quel point le visage de Béatrice rougirait de honte le lendemain lorsqu'elle essaierait de payer ses achats dans la cabine d'essayage VIP de son grand magasin de luxe préféré, pour se retrouver face à une carte refusée devant une vendeuse. Et quand elle découvrirait pourquoi sa carte était bloquée. Qui appellerait-elle en premier? Hurlant à plein poumon. Le compte à rebours de ma contre-attaque venait de commencer. Le samedi matin arriva, le lendemain de la déclaration égoïste de Julien, chacun s'occupe de ses propres parents. Pour lui, ce fut probablement un matin mémorable. Il sentait enfin qu'il s'était débarrassé du parasite qu'il croyait être la famille de sa femme. Il fit sa toilette dans la salle de bain en sifflotant. Il dit qu'il devait passer au bureau pour quelques heures et quitta rapidement la maison. Je déjeunerai en ville, prépare-moi cette côte de bœuf que j'aime bien pour le dîner. Avec mon argent, évidemment. La porte d'entrée claqua avec indifférence. Depuis la fenêtre du salon, je le regardais monter dans sa berline de luxe allemande récemment achetée. Naturellement, les mensualités du prêt auto étaient automatiquement prélevées sur mon compte. Je pris une gorgée de mon café déjà froid et m'assis devant l'ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger. À l'écran se trouvait le texte d'un article de revue médicale étrangère que je m'étais empressé de traduire. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais travaillé pour une agence de traduction spécialisée avant de me mettre à mon compte. Les traductions médicales et juridiques hautement spécialisées sont extrêmement bien payées. Parce que je travaillais presque sans dormir, je gagnais plusieurs fois plus qu'un homme de mon âge occupant un poste de cadre supérieur. Mais Julien n'en savait rien. Ou plutôt, il n'avait jamais voulu savoir. Julien travaillait comme cadre intermédiaire dans une société de développement immobilier commercial de taille moyenne, jouissant d'une bonne réputation dans la ville. L'homme gagne l'argent à l'extérieur et la femme s'occupe du foyer, avait-il déclaré avec une certitude absolue lors de notre mariage. C'était le genre d'homme qui méprisait les femmes ayant une meilleure éducation ou des revenus plus élevés, les considérant comme insuffisamment féminines. Il incarnait les valeurs patriarcales les plus dépassées. Par conséquent, je cachais l'ampleur de mon travail, le trompant en disant que je faisais de petites tâches de saisie de données pour l'entreprise d'un ami, juste pour de l'argent de poche. Le jour, je jouais le rôle de la parfaite femme au foyer. Et la nuit, quand Julien dormait, ou les week-ends quand il sortait, je me tuais à la tâche sur l'ordinateur. J'avais dû aller à de tels extrêmes pour cacher mes revenus tout en continuant à travailler pour une seule raison, subvenir aux dépenses exorbitantes de ma belle-mère, Béatrice. Je pris mon smartphone et ouvris le relevé de carte de crédit que je devais payer ce mois-ci. Boutique de luxe avenue Montaigne, 1200 €. Spa esthétique Glow, 2500 €. Menu dégustation du chef, 800 €. Une liste de dépenses à couper le souffle. Le montant total ce mois-ci était stupéfiant. Béatrice était censée vivre d'un modeste héritage laissé par son mari et de sa retraite. Cependant, incapable de renoncer à son statut de mère d'un fils brillant travaillant pour une entreprise de premier ordre, elle rivalisait de luxe avec ses amis, et toutes ses factures atterrissaient finalement sur la carte additionnelle que je lui avais donnée. Écoute, Amélie, Julien est très fatigué à son travail et avec son salaire. Peu importe ses efforts, je ne peux même pas maintenir mon niveau de vie de base. Il est de ton devoir d'épouse de compenser mes dépenses avec ce que tu gagnes secrètement à côté, et de le faire discrètement pour ne pas blesser la fierté de mon fils. Je me souvenais clairement des mots qu'elle m'avait jetés au visage 6 mois après le mariage.
pour protéger la réputation de mon mari bien-aimé et construire une famille paisible sans conflit, j'avais accepté cette demande absurde et continué à payer ses factures, en me tuant au travail, sacrifiant ma propre santé. Pendant ce temps, ma mère n'avait absolument aucun problème financier. De plus, c'était une personne humble et chaleureuse qui m'envoyait des légumes frais de son jardin chaque saison et un peu d'argent en disant « Sophie, c'est pour que tu te fasses plaisir sans que Julien le sache. » Quand elle m'a parlé de son problème de dos, j'ai dit « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais engager quelqu'un pour t'aider. » Mais elle a ri et a répondu « N'importe quoi. Mes économies sont plus que suffisantes. Concentre-toi sur ta famille. C'est le plus important. » Et cette mère, ma mère, Julien l'avait insultée, la traitant de retraitée fauchée, de mendiante, et avait déclaré qu'il la priverait de toute aide. Tout cela sans savoir que sa propre mère flambait des milliers d'euros par mois de l'argent gagné par sa belle-fille. À partir de maintenant, chacun s'occupe de ses propres parents, tant en argent qu'en temps. Responsabilité personnelle totale. Je repassais lentement dans ma tête les mots de Julien de la veille. Quelle merveilleuse musique. Il avait lui-même fixé les nouvelles règles de la maison, donc tout ce que j'avais à faire était de les suivre à la lettre. J'ai changé d'écran sur mon téléphone et confirmé une fois de plus le message dans l'application bancaire. Blocage de la carte effectué. L'horloge indiquait 10 heures, l'heure d'ouverture de ce prestigieux grand magasin que ma belle-mère fréquentait si souvent. Hier, Béatrice m'avait envoyé un texto intentionnellement méchant. Demain, je retrouve mes amis pour voir les nouveaux sacs de créateurs dans le salon VIP avec un styliste. Ensuite, nous déjeunerons dans ce restaurant de sushi hors de prix. Le tic-tac de l'aiguille des secondes semblait particulièrement fort dans le silence matinal. Julien se vantait, mon argent, c'est mon argent. Mais la réalité était que son salaire couvrait à peine le prêt immobilier, le prêt de la voiture et ses propres caprices. Ses économies n'atteignaient même pas 4 chiffres. Que se passerait-il quand Béatrice supplierait « Mon fils, tu dois virer 5000 € sur ma carte tout de suite ?» Un sourire se forma sur mes lèvres, et à ce moment précis, mon smartphone posé sur la table éclata d'une sonnerie perçante. L'écran affichait le nom « Béatrice ». Les sonneries se succédaient. 1, 2, 3, 4. Je pouvais presque voir ses yeux injectés de sang à travers l'écran et entendre ses cris stridents. Les portes de l'enfer s'étaient enfin ouvertes. Je pris une gorgée de thé glacé et appuyai lentement sur le bouton de réponse. « Allô, c'est Amélie. Voyons voir quelle crise intéressant vous m'avez préparé. » Le premier acte de ma contre-attaque venait de commencer. Dès que j'ai répondu d'une voix calme, un cri perçant capable de déchirer le haut-parleur du téléphone a frappé mes tympans. « Amélie, je peux savoir ce que tu as fichu ? On m'a dit que la carte ne fonctionnait pas. » La voix de Béatrice était frénétique de colère et de panique. J'ai légèrement éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai pris une gorgée de mon café et j'ai répondu d'un ton intentionnellement innocent. « Béatrice, que s'est-il passé ? Pourquoi cries-tu autant ? Ne fais pas l'idiote. » J'étais dans le salon VIP en train d'essayer de payer un nouveau sac, et la vendeuse avec un sourire moqueur m'a dit « Je suis désolé, mais cette carte ne peut pas être utilisée pour le moment. » Et mes amis Anne et Marie étaient juste à côté de moi. Tu m'as ridiculisé. Comment vas-tu arranger ça ? Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Béatrice, avachie sur un canapé de designer avec un air de supériorité, tendant la carte et son visage se tordant de honte lorsque l'employé la confrontait à la dure réalité. Béatrice, s'il te plaît, calme-toi. J'ai bloqué cette carte hier. J'ai annoncé la nouvelle avec une tranquillité absolue. J'ai entendu ma belle-mère s'étouffer à l'autre bout du fil. Bloqué ? Tu es folle ? Comment oses-tu faire une chose pareille sans permission ? Ce n'était pas sans permission. C'était un ordre de Julien. Hier, il a décidé de revoir les règles de la maison et a clairement indiqué qu'à partir de maintenant, chacun s'occupe de ses propres parents. Responsabilité personnelle totale, tant en argent qu'en temps. Mes mots ont laissé Béatrice sans voix pendant quelques secondes. Cependant, son esprit tordu a rapidement trouvé une interprétation commode. Ne sois pas idiote. Il a dit ça à propos de ta famille pour que ta mère, cette femme fauchée avec son mal de dos, n'ose pas profiter du salaire de mon Julien. L'aide que je reçois est mon dividende légitime pour avoir élevé un fils aussi brillant et en avoir fait un cadre supérieur. Ces paroles étaient si égocentriques qu'elles en devenaient comiques. D'ailleurs, a-t-elle poursuivi,
une indépendante à la petite semaine comme toi n'a pas le droit de gérer les finances de la famille, encore moins de bloquer une carte. C'est l'argent de Julien. Vire 5000 € sur mon compte personnel tout de suite ou envoie-les-moi immédiatement. C'est une compensation pour l'humiliation publique que tu m'as fait subir et pour avoir gâché tout mon après-midi. J'ai fermé les yeux un instant et gardé un profond silence. Les cris de Béatrice résonnaient en vain dans la pièce. Tu m'entends? Bouge-toi. Cette femme était vraiment aveugle. Elle ne réalisait pas que l'argent qu'elle dépensait était gagné par moi, en me cassant le dos sur des traductions, et que son fils n'avait absolument aucune capacité financière pour lui allouer une allocation mensuelle de 5000 €. Je refuse, dis-je lentement, mais d'une voix froide comme la glace. Je n'ai pas un seul centime pour toi. Après tout, je ne suis qu'une indépendante à la petite semaine, n'est-ce pas? Demande à Julien. La nouvelle règle stipule que chacun s'occupe de ses propres parents. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, attends, Amélie, n'ose pas, j'ai mis fin à l'appel sans ménagement et mis le téléphone en sourdine. Mais ce n'était pas la fin. Béatrice, avec sa fierté blessée, n'allait pas abandonner si facilement. J'étais sûr qu'elle passerait à l'action physique. Ma prédiction s'est réalisée moins d'une demi-heure plus tard. Le crissement aigu des freins d'un taxi a retenti devant la maison. Puis, quelqu'un a commencé à marteler la porte d'entrée avec une telle force qu'on aurait dit qu'ils allaient la défoncer. Amélie, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Béatrice a fait irruption dans la maison comme un ouragan, le visage rouge de fureur et une expression démoniaque. Comment oses-tu m'humilier comme ça, en détournant l'argent de Julien et en me privant de ce qui m'est dû de droit? C'est du vol. Elle a traversé le salon sans même enlever ses chaussures. Si la carte est bloquée, donne-moi ton chéquier ou connecte-toi à ton application bancaire tout de suite. Je vais transférer l'argent moi-même. Béatrice, s'il te plaît, ne débarque pas chez moi comme ça. Je ne peux pas te donner accès au compte. Quand j'ai calmement bloqué son chemin, Béatrice a balayé le salon d'un regard frénétique, ses yeux se fixant sur mon ordinateur portable de travail sur la table à manger et la pile de documents à côté. Ah, une indépendante assise à la maison toute la journée à jouer sur l'ordinateur. Tu négliges tes devoirs d'épouse pour ces bêtises. À mon grand effroi, Béatrice a tendu la main vers le dossier contenant des impressions importantes de l'article médical que j'avais traduit toute la nuit. Ne touche pas à ça, ai-je crié. Au moment où j'ai crié, un sourire sinistre est apparu sur le visage de Béatrice. Elle a sorti les papiers du dossier et a ensuite fait l'impensable. N'y touche pas, ai-je crié à nouveau. Béatrice a saisi les manuscrits à deux mains. À cause de ces stupides papiers, tu penses avoir le droit de vivre du salaire de Julien et de gagner tes quelques sous? Ririp. Le son sec a résonné dans le salon. Des dizaines de pages couvertes de terminologie médicale complexe ont été impitoyablement déchirées par les mains de Béatrice et éparpillées sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? C'est un travail très important. Ne me fais pas rire. Un petit boulot sans importance et tu appelles ça du travail. Arrête de te moquer de moi. Béatrice a commencé à piétiner les papiers déchirés avec ses talons hauts. L'encre noire s'étalait sur le papier blanc sous la semelle de ses chaussures tandis que ses insultes se tournaient vers ma famille. D'ailleurs, tu as hérité cette cupidité de ta mère, cette mendiante. Julien m'a tout raconté. Elle a joué la victime avec son dos juste pour essayer de croquer une part du salaire de mon brillant fils. Quelle bassesse! Ma mère n'a jamais, commençai-je. La ferme. Le fait qu'une vieille profiteuse essaie de s'accrocher au statut de notre famille est d'une arrogance incroyable. Et tu es comme elle. Tu devrais te concentrer sur ton devoir direct d'épouse, qui est de gérer l'argent de Julien et de me le donner, même si tu dois aller récurer les toilettes pour ça. Les insultes de Béatrice ricochaient sur les murs. Je suis surprise que ta mère soit encore en vie dans sa cabane de campagne délabrée. Pas étonnant que Julien ait peur de se faire plumer. Je parie que tu as épousé mon fils pour notre argent. Je déteste la pauvreté. J'ai déplacé mon regard des manuscrits piétinés sous ses talons vers son visage tordu de colère. Une rage volcanique était prête à jaillir de ma poitrine. Je voulais gifler cette femme et lui crier au visage que les milliers d'euros qu'elle flambait chaque mois sans réfléchir étaient gagnés par moi. Je voulais lui mettre le nez dans le fait que la fortune nette de ma famille, fauchée, était des dizaines de fois supérieure à tout ce que Julien gagnerait de toute sa vie. Mais j'ai serré les dents et je suis restée silencieuse.
Si je cédais à mes émotions et lui disais la vérité maintenant, elle paniquerait un instant, mais ce serait tout. Ni Julien ni Béatrice n'accepteraient la réalité. S'ils découvraient la vérité, ils se ligueraient contre moi en criant « Si tu avais de l'argent, tu aurais dû le dire depuis le début » et essaieraient encore plus de mettre la main sur mon héritage. Alors, pour l'instant, j'allais endurer. Les laisser marcher de leurs propres pieds dans l'enfer parfait que je leur avais préparé. Béatrice, interprétant mon silence comme la posture commode d'une belle fille pathétique et sans défense, renifla victorieusement. « Bon, on dirait que tu comprends enfin ta place. Écoute-moi attentivement. D'ici ce soir, je veux 5 000 € virés sur mon compte. C'est une compensation pour l'humiliation publique que tu m'as fait subir et pour avoir gâché tout mon après-midi. » Elle a redressé son gilet et m'a regardé avec mépris. « Si tu ne les trouves pas, je dirai à Julien de te mettre à la porte de cette maison. Mon fils fera tout ce que je lui demanderai. Demain, j'emballerai tes vieilleries et je les renverrai à la bicoque d'où tu es sorti. » En disant cela, elle a marché bruyamment vers la sortie et a claqué la porte avec force. Après la tempête, le silence régnait dans le salon. Je me suis assise par terre et j'ai ramassé les pages déchirées une par une. Les données étaient sauvegardées sur l'ordinateur, donc je pouvais les réimprimer. Mais le temps et les efforts que j'avais mis dans ces documents et l'insulte à ma famille qu'elle avait piétinée, cela ne pouvait pas être effacé par une simple réimpression. 5 000 € d'ici ce soir, hein. J'ai jeté les morceaux dans la poubelle et j'ai pris mon téléphone. J'ai vérifié le solde du compte utilisé pour les dépenses du ménage. L'argent même que Julien considérait comme le sien. Les fonds supplémentaires que j'y déposais chaque mois pour couvrir les dépenses de Béatrice n'étaient plus là. Il ne restait que les maigres restes du salaire de Julien et ses économies risibles. Retirer 5 000 € de ce compte était physiquement impossible. L'horloge indiquait 15 heures. C'était probablement l'heure exacte à laquelle Béatrice appelait Julien, lui racontant en larmes que j'avais détourné l'argent de son fils et me peignant comme la méchante. À ce moment-là, le téléphone sur la table a vibré. Le nom de Julien est apparu sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri froidement et j'ai appuyé sur répondre. « Oui, Julien. Je peux savoir ce que tu fiches, bordel ?» La voix de Julien au téléphone était si assourdissante que j'ai cru que mes tympans allaient éclater. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai calmement activé l'application d'enregistrement vocal tout en le gardant sur haut-parleur. Ce que je fais ? À partir de maintenant, chacun s'occupe de ses propres parents. Responsabilité personnelle totale, tant en argent qu'en temps. Ce sont tes mots. Non, n'ose pas jouer sur les mots avec moi. Ce n'est pas le moment de, cria Julien, respirant lourdement. Il était probablement dans un couloir de bureau ou un endroit où il pouvait crier sans se soucier de qui l'entendait. Maman vient de m'appeler en larmes. Elle dit que tu as détourné mon argent, que tu l'as viré sur ton compte, que tu as bloqué sa carte et que tu l'as ridiculisé. C'est donc ça que tu faisais dans mon dos pendant que je n'étais pas à la maison, voler ? Tout se déroulait exactement selon mon scénario. Béatrice n'avait pas mentionné un mot sur le blocage de la carte en raison de ses dépenses exorbitantes. Au lieu de cela, elle avait concocté une magnifique histoire de victime dans laquelle la belle-fille détourne l'argent du fils pour couper les vivres à la belle-mère et l'avait servi à Julien. Julien, donc tu crois ta mère plutôt que moi ? Bien sûr. Ma mère est une femme qui a tout sacrifié pour m'élever seule et s'assurer que j'intègre une entreprise de premier plan. Ma mère ne mentirait jamais. J'ai soupiré sans bruit. Dans son esprit, il était un cadre d'élite. Sa mère, une veuve humble mais admirable. Et moi, une indépendante pathétique, vivant à leur crochet. Son fantasme était si bien ancré qu'il ne prenait même pas la peine de vérifier le solde réel de son compte ou de se renseigner sur la véritable situation financière de notre famille. Et, ne reste pas silencieuse. Réponds-moi. Où est mon argent ? Je parie que tu l'as viré à ta famille de fauchés. Julien a craché d'autres insultes sur mes parents. Je parie que tu as décidé d'empocher mon salaire sous prétexte que ta mère s'est fait mal au dos. Ça me dégoûte de penser que mon argent est allé à cette vieille femme qui vit dans sa bicoque de campagne. Julien, arrête d'insulter ma mère. Elle n'a pas touché un seul centime de ton argent. Quand je l'ai averti calmement, Julien a apparemment pris cela comme la réaction défensive de quelqu'un pris la main dans le sac. Il a insisté encore plus. Alors pourquoi la carte de maman a-t-elle été bloquée ? Écoute-moi bien.
Maman exige 5000 € en compensation. Je veux que tu aies cet argent prêt pour mon retour à la maison. Demande à tes parents. Va récurer les toilettes d'une station-service. Je m'en fiche. 5000 €. Le montant qui était initialement destiné à couvrir les dépenses de Béatrice ce mois-ci et à compenser sa fierté blessée. Maintenant, Julien essayait de me l'extorquer comme si c'était de l'argent que j'avais volé à sa famille. J'ai fixé le minuteur de l'enregistrement qui comptait silencieusement les secondes et je n'ai rien dit. Si je lui disais à ce moment-là que les 5000 € sont pour des cliniques de beauté et un sac de créateur pour ta mère, Julien, dans son état de lavage de cerveau complet, ne répondrait que furieusement, ma mère ne ferait jamais ça. Ne mens pas. Il était inutile de lui parler sans présenter des preuves physiques irréfutables simultanément à la plus dure des réalités. Julien a interprété mon silence comme un désespoir face à mon incapacité à trouver l'argent. Et, ta mère a déjà tout dépensé ou quoi? Ne me cherche pas. Si tu n'as pas les 5000 € d'ici ce soir, je demande le divorce. Finalement, Julien a prononcé le mot magique. Et ce ne sera pas un divorce à l'amiable. Je vais engager un avocat et traîner ton vol en justice. Et pas seulement le tien. Je poursuivrai ta mère fauchée en tant que complice et je lui soutirerai jusqu'au dernier centime en dommages et intérêts. Alors, prépare-toi. Un homme capable de menacer si cruellement et de renier sa propre femme et sa mère. Le vrai visage de cet homme, que j'avais essayé de considérer comme mon mari bien-aimé pendant 10 ans, était le visage d'un tyran arrogant et ignorant. Le divorce? Tu es sérieux? Absolument sérieux. Une voleuse comme toi est une tâche sur ma vie parfaite. Et l'argent pour demain matin où j'appellerai personnellement ta famille pour exiger une restitution. Clic. L'appel a été coupé sans ménagement. La pièce a plongé dans le silence. La menace de Béatrice. Me mettre à la porte si je n'ai pas les 5000. L'ultimatum de mon mari. Détruire ma famille si je n'ai pas les 5000. Une femme ordinaire confrontée à une pression aussi insensée de la part de son mari et de sa belle-mère s'effondrerait probablement sur le sol, pleurant de désespoir. Mais j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur de mon smartphone et j'ai lentement fini mon café froid. Demain matin, donc. J'ai jeté un coup d'œil au manuscrit déchiré dans la poubelle et j'ai ouvert l'écran de mon ordinateur portable. Pile à l'heure, j'ai envoyé un court email à une personne spécifique. Je vous attends demain à 10 h chez moi. Tout est prêt. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Le ciel était couvert. Un vent froid d'automne se levait. Julien et Béatrice étaient absolument certains de m'avoir acculé. Mais ils ne savaient rien. Ils ne connaissaient ni le vrai pouvoir que je dissimulais, ni la vraie nature de ma famille, les Lefebvre. Demain matin, au lieu des 5000 € qu'ils convoitaient. Que allais-je leur présenter exactement? La scène de ma vengeance parfaite se mettait en place, silencieusement mais inexorablement. À 9h50 le lendemain matin, Julien et Béatrice se prélassaient sur le canapé du salon, les bras croisés, comme des juges prêts à prononcer une sentence sur une criminelle. Le visage de Julien reflétait un sentiment de supériorité malsain. Le sentiment d'un homme qui croit pouvoir plier sa femme à sa volonté. Béatrice, de son côté, attendait avec impatience le moment où son insolente belle-fille tomberait à genoux pour lui remettre les 5000 €. Alors, Amélie, le temps est écoulé. Tu as mon argent? Les 5000, demanda Julien en tapotant ses doigts sur la table. Je me suis assise le dos droit dans le fauteuil en face d'eux et j'ai calmement secoué la tête. Non, je n'ai pas trouvé un seul centime. Ou plus exactement, je n'ai pas eu besoin de le trouver. Ma voix calme et sereine a fait hausser les sourcils de Julien. Quoi? Tu ne les as pas trouvés? Tu me prends pour un imbécile? Tu voles mon argent et tu oses encore me répondre? Exactement. Ta famille est si fauchée qu'elle ne peut même pas rassembler quelques sous. Espèce de parasites inutiles, a crié Béatrice. Les insultes fusaient de leur bouche, visant moi et ma mère une fois de plus. Je les ai fixés attentivement et, ne répondant rien, j'ai gardé un profond silence. Ne reste pas assise là, dis quelque chose, a hurlé Julien. Bon, peu importe. Comme je l'ai promis, nous allons divorcer. Tout de suite, j'appelle tes parents et je demande une compensation. Julien a sorti son smartphone et a commencé à taper furieusement sur l'écran. À ce moment précis, ding-dong, précisément à 10 h,
la sonnette a retenti dans la maison silencieuse. Qui diable est-ce à cette heure, a marmonné Julien. J'y vais. Je me suis levé et j'ai marché vers l'entrée. En ouvrant la porte, j'ai vu un homme d'un certain âge, respectable, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces qui coûtait facilement plusieurs milliers d'euros. Je vous attendais. Entrez dans le salon, s'il vous plaît. Avec votre permission, mademoiselle Lefebvre. Alors que je conduisais le monsieur dans le salon, Julien et Béatrice l'ont jaugé d'un regard suspicieux de la tête aux pieds. Et vous, vous êtes qui? Si vous êtes un agent d'assurance, vous pouvez dégager. Je suis un peu occupé à la mettre à la porte en ce moment, a lancé Julien avec arrogance. Le monsieur s'est incliné poliment et a posé sa carte de visite sur la table. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Arthur Leclerc. Je suis avocat et conseiller juridique pour la famille Lefebvre, c'est-à-dire la famille d'Amélie. Un avocat? L'excès de confiance a disparu du visage de Julien en un instant. Pourquoi un avocat est-il ici? Tu as dépensé les quelques sous que tu avais pour l'engager afin de négocier les dommages. C'est inutile. Nous avons la preuve de ton détournement de fonds. Pendant que Julien criait, essayant de projeter de la force, Maître Leclerc, impassible, a sorti plusieurs documents de son épais porte-documents et les a étalés sur la table. Julien, concernant ce prétendu détournement de fonds dont vous parlez, je vous demande d'examiner ces copies de relevés bancaires. C'était le registre des revenus et des dépenses du compte où le salaire de Julien était déposé et de mon compte personnel. Le revenu net mensuel de Julien est d'environ 8 000 euros. Si nous soustrayons le prêt immobilier, le prêt auto, les charges et ses dépenses personnelles, il y a un déficit d'environ 1 000 euros chaque mois. Et ici même, a-t-il poursuivi, nous avons les dépenses mensuelles de la carte de crédit utilisée par Béatrice, s'élevant en moyenne à environ 5 000 euros par mois. Payer cela avec le salaire de Julien est physiquement impossible. Alors qui payait? Maître Leclerc a pointé le relevé de mon compte personnel. Tous les paiements ont été effectués depuis le compte d'Amélie. Depuis 5 ans, la personne qui finançait les dépenses de Béatrice n'était pas vous, Julien, mais Amélie elle-même, avec l'argent qu'elle gagnait personnellement. Un silence de mort s'est abattu sur le salon. Le visage de Béatrice est devenu visiblement pâle. Mensonge, mais ce n'est qu'une indépendante qui gagne des clopinettes. Elle ne peut physiquement pas gagner autant. Julien, ne te laisse pas berner, a hurlé Béatrice en désespoir de cause. Maître Leclerc a répliqué avec un sourire glacial. Une indépendante qui gagne des clopinettes? Ne me faites pas rire. Amélie est l'une des meilleures traductrices médicales du pays. Elle a des contrats directs avec des institutions médicales internationales de premier plan. En termes de revenus annuels, elle gagne environ 3 fois plus que vous, Julien. 3 fois. Les yeux de Julien se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte et fermée sans un son, comme un poisson hors de l'eau. La femme qu'il méprisait comme une parasite avec un salaire de misère gagnait en fait bien plus que lui et subventionnait entièrement sa vie et celle de sa mère. Cette vérité écrasante a brisé sa petite fierté en 1 million de morceaux. C'est impossible. Elle ne m'a rien dit. C'est de la fraude. De la fraude? Et c'est vous qui dites ça? Un homme qui n'a même pas pris la peine de vérifier le solde de son propre compte et qui a refilé le fardeau financier de sa mère à sa femme. La réplique cinglante de l'avocat a fait rentrer Julien les épaules et l'a réduit au silence. Je les ai regardés tous les deux, figés comme des statues de pierre sur le canapé, et j'ai dit calmement, Julien, n'était-ce pas ta décision? À partir de maintenant, chacun s'occupe de ses propres parents. Ne touche pas un seul centime de mon argent. Alors, j'ai simplement arrêté de dépenser mon argent pour ta mère. C'est parfaitement simple. Julien a pris sa tête entre ses mains tremblantes. La phrase qu'il avait lui-même prononcée s'était transformée en un boomerang parfait, s'enfonçant profondément dans son cou. Attendez une minute. Et ma carte et mon style de vie à partir de maintenant? Béatrice, le visage déformé, a tenté de s'approcher de moi, mais Maître Leclerc l'a froidement arrêté. Béatrice, Julien, ce n'est pas le moment de vous inquiéter pour votre style de vie. En fait, il y a une autre raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. L'avocat a sorti un autre document épais de son porte-document. Il portait un sceau imposant. Ceci est une notification urgente de la plus haute importance de la part de la mère d'Amélie, Catherine Lefebvre, la personne même que vous avez insultée en la traitant de vieille femme d'une bicoque de campagne et de retraité fauché.
Au moment où Julien a vu les mots imprimés sur la couverture du document que l'avocat a posé sur la table, il a poussé un cri étranglé comme s'il avait vu un fantôme et a glissé du canapé sur le sol. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Groupe Lefebvre Développement? Pourquoi le nom du principal propriétaire terrien du méga projet de développement sur lequel mon entreprise a misé tout son avenir est-il ici? Le visage de Julien est devenu cendré et de grosses gouttes de sueur ont perlé sur son front. La société immobilière commerciale de taille moyenne pour laquelle Julien travaillait misait tout sur un projet massif de rénovation et de développement urbain. Et le propriétaire de 70% de ce terrain n'était autre que ma famille, les Lefebvre. Vous ne le saviez pas, Julien? La mère d'Amélie, Catherine Lefebvre, est la PDG du groupe Lefebvre Développement. La famille Lefebvre possède ces terres depuis des générations et détient le droit absolu de disposer des parcelles pour ce projet. C'est la personne même que vous avez appelée une vieille femme d'une bicoque de campagne. La voix glaciale de Maître Leclerc a retenti dans le salon. Ce n'est pas possible. Sa maison n'était qu'une vieille ferme. Cette vieille ferme est un domaine historique classé monument national. Sa valeur historique est telle que l'entretien annuel seul dépasse vos revenus de toute une vie. Tremblant de la tête aux pieds, Julien m'a regardé avec des yeux suppliants. Sophie, pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose de si important? Je n'ai rien caché, ai-je répondu d'un ton glacial. Quand nous nous sommes fiancés, ma mère a humblement dit, nous sommes une famille ordinaire. Nous avons un peu de terrain. Tu as pris ça au pied de la lettre, décidant que nous étions des pecnos fauchés. Et après ça, chaque fois que j'essayais de parler de ma famille, tu me faisais taire. Pendant que Julien plongeait dans l'abîme du désespoir, Béatrice, ne saisissant absolument pas la gravité de la situation, a poussé un cri strident et totalement inapproprié. Attendez une minute. Et alors, s'il y a des propriétaires terriens de province? Mon Julien est un futur vice-président dans une grande entreprise de la ville. C'est nous qui devrions rejeter les terres de ces pecnos. Je n'ai pas répondu à l'insulte de Béatrice. J'ai gardé un silence de mort. Dans cette situation, la chose la plus cruelle n'était pas mes mots, mais le poids écrasant de la réalité. Tais-toi, maman. Ferme-la, a hurlé Julien à sa mère avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Si nous n'obtenons pas ce contrat, l'entreprise fait faillite et je serai jeté à la rue comme bouc émissaire à la rue. Quelle bêtise racontes-tu? En entendant ces mots incroyables de son fils bien-aimé, Béatrice est finalement devenue pâle. Je ne raconte pas de bêtises. Maître Leclerc a pris un autre papier de son porte-document. Ceci est un avis officiel de Catherine Lefebvre. Il est impossible d'établir une relation de confiance avec une entreprise qui emploie un individu qui traite injustement ma fille bien-aimée et insulte notre famille. Par conséquent, tous les accords de vente de terrain liés à ce projet sont par la présente résiliés. Résiliés. Julien s'est agrippé la tête et s'est affalé sur le sol. S'il vous plaît, attendez. C'était de ma faute. Sophie, dis-le à ta mère. C'était juste une petite dispute de famille. Je ne savais pas que c'était sa terre. Et si tu ne le savais pas, cela signifie-t-il que tu as le droit d'appeler la mère de quelqu'un d'autre une vieille harpie? De l'insulter et de lui extorquer de l'argent avec des menaces. Mon regard froid l'a forcé au silence. Je voulais juste ma fierté masculine, ta fierté consistait à laisser ta mère vivre dans le luxe avec mon argent pendant que tu te pavanais comme un paon. Eh bien, Julien, tu l'as dit toi-même. À partir de maintenant, responsabilité personnelle totale. La phrase même que je répète sans cesse depuis hier est maintenant devenue la lame de la guillotine, détruisant ta position sociale. De plus, Julien, Maître Leclerc a porté le coup de grâce impitoyable. L'enregistrement audio où vous menacez Amélie avec les mots « Si tu n'as pas les 5000 d'ici demain matin, j'appellerai ta famille pour exiger une restitution » a déjà été transmis par le groupe Lefebvre directement au PDG de votre entreprise. Quand votre PDG a reçu l'appel de Madame Lefebvre tard hier soir, il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration via Zoom. C'est le pouvoir de la famille Lefebvre. Le PDG? Oui. Le PDG était furieux. Comment notre employé ose-t-il faire chanter la fille de la présidente du groupe Lefebvre, a-t-il dit. Une enquête RH d'urgence a été menée, et vous êtes officiellement licencié pour faute grave. Depuis ce matin, la boucle était enfin bouclée. La violence domestique de Julien, alimentée par son ignorance et son arrogance, avait dégénéré en une catastrophe professionnelle et sociale. Julien laissa échapper un grognement à peine humain,
se tordant sur le sol du salon. Attendez une minute. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'en est-il du paiement de ma carte de crédit le mois prochain et de mon voyage au spa la semaine prochaine? Qui va payer pour tout ça? Béatrice, toujours obsédée par ses caprices, a posé une question ridicule qui ne faisait que souligner à quel point ils étaient tous les deux condamnés. Julien était à quatre pattes sur le sol, hurlant comme un animal blessé. Sa fierté de manager d'élite, son autorité de chef de famille, tout avait disparu. Julien. Julien. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que ton patron a dit? La voix déconnectée de Béatrice a essayé de réveiller son fils. Julien a lentement relevé la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance avec laquelle il me regardait. Il n'y avait que le désespoir sombre et une haine profonde envers sa mère. Au milieu de la sonnerie monotone d'un téléphone quelque part, un silence lourd et suffocant régnait dans la pièce. Julien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi ce regard? Béatrice a secoué l'épaule de son fils. S'il y a des problèmes à l'entreprise à cause d'Amélie, j'appellerai ce PDG moi-même. Je lui dirai que je m'excuse que ma belle-fille soit si nulle. Allez, lève-toi. Cette phrase absolument déplacée a fait sauter le dernier fil de santé mentale qui restait à Julien. Ne me touche pas, a-t-il rugi comme une bête, repoussant brutalement la main de sa mère. Béatrice a crié et a reculé en trébuchant. C'est entièrement de ta faute. À cause de toi. Parce que chaque satané mois tu flambais des milliers dans tes salons de beauté et tes sacs de créateurs. On en est arrivé là. Qu'est-ce que tu dis, mon fils? J'essayais juste de, la ferme. Je viens de me faire virer en disgrâce. À cause de tes dépenses, j'ai mis en colère la famille de Sophie et j'ai coûté des dizaines de millions à l'entreprise. Les yeux injectés de sang, Julien criait, postillonnant en hurlant sur Béatrice, la femme qu'il vénérait encore hier comme la mère la plus respectée du monde. J'ai été licencié pour faute grave. Tu sais ce que ça veut dire? Je perds toutes mes stock options non acquises et ma prime annuelle. C'est plus de 250 000 € qui partent en fumée. Sans parler de l'énorme prêt auto et de tes maudites dettes de carte de crédit. Comment diable vais-je payer tout ça alors que je n'ai même pas 10 000 € d'économie? Tout est passé dans tes envies. Paie-le toi-même, maudite sorcière. Sorcière. Béatrice, tremblante et pâle suite à l'insulte impensable de son fils adoré, a bégayé. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? J'ai fait ça pour toi. Ne me fais pas rire. N'avions-nous pas décidé que chacun s'occupe de ses propres parents? Eh bien, je ne m'occupe plus de toi. Crève de faim si ça te chante. Je m'en fiche complètement. Une querelle de famille honteuse et dégoûtante. Hier encore, ils se soutenaient mutuellement, chantant des louanges. Ma mère est incroyable. Julien est le fils parfait. Ils s'étaient unis pour m'humilier, leur ennemi commune. Mais dès que la pression est montée, ils n'ont pas hésité à se trahir. Assise sur le canapé, j'observais cette scène d'un regard glacial. Je n'avais rien besoin de dire. Ils se détruisaient eux-mêmes, empoisonnés par leurs propres bêtises. Sophie. Soudain, les genoux de Julien ont fléchi. Il s'est effondré sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant ouvertement. C'était moi. Tout est de ma faute. J'étais juste stressé et j'ai dit des choses terribles. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, s'il te plaît, retire simplement la plainte au PDG, sinon ma vie est vraiment finie. Il a tendu la main désespérément pour essayer d'attraper la mienne. Voyant cela, Béatrice a crié hystériquement. Julien, où est ta fierté d'homme? Pourquoi t'humilies-tu devant elle? Amélie, ne prends pas la grosse tête. Pardonne à Julien immédiatement. Béatrice, se croyant toujours d'un statut supérieur, continuait de lancer des insultes. J'ai baissé les yeux vers Julien, pleurant sur le sol comme un enfant pathétique, et j'ai dit doucement, Julien, tu l'as dit toi-même. À partir de maintenant, responsabilité personnelle totale. Si ta vie est finie, ce n'est pas à cause de moi. C'est le résultat de ta propre décision. Maître Leclerc, veuillez poursuivre avec le reste. Quand j'ai tourné mon regard vers Maître Leclerc, il a calmement rassemblé ses documents. Julien, vous pensez peut-être avoir droit à cette maison, mais vous vous trompez. Cette propriété appartient à une SCI gérée par la fiducie familiale Lefebvre.
Vous étiez simplement autorisé à vivre ici en tant qu'invité d'Amélie, avec tous les paiements d'hypothèque et d'entretien financés entièrement par son compte personnel. À compter d'aujourd'hui, la fiducie a signifié un préavis formel de 30 jours pour quitter les lieux. Cependant, Amélie annule tous les services premium, l'Internet au débit, le câble premium et l'entretien paysager, avec effet immédiat. Et comme vous ne pourrez pas payer les charges de base, les courses ou les frais juridiques inévitables pour contester cela, je vous suggère de faire vos valises et de partir volontairement d'ici demain avant que les dettes qui s'accumulent ne vous écrasent complètement. Partir d'ici demain. Cette prise de conscience les a paralysés tous les deux. Attendez, je n'ai nulle part où aller. Je ne peux même pas trouver de déménageur d'ici là, a hurlé Julien. Moi non plus. J'ai un thé avec mes amis la semaine prochaine. Je ne peux pas être à la rue. Ce n'est pas notre problème, a répondu froidement Maître Leclerc. Merci, Maître Leclerc. Je me suis levé et j'ai pris mon ordinateur portable. Je retourne au domaine de ma mère. Je n'ai aucune envie de passer une nuit de plus dans une maison souillée par votre présence. Profitez de vos dernières 24 heures ici. Attends, Sophie, ne me quitte pas. Ne pars pas. J'ai repoussé la main que Julien essayait de tendre vers moi. Julien, quand ma mère s'est fait mal au dos, tu as dit qu'elle ne devait pas venir pleurer chez nous. Alors, qui est-ce qui pleure maintenant? Julien s'est figé avec une expression du plus pur désespoir. Au revoir. Et ne vous embêtez pas à casser quoi que ce soit avant d'être expulsé demain, ai-je ajouté avec un sourire froid. Le groupe Lefebvre Développement prévoit de démolir tout ce terrain le mois prochain de toute façon. Ne me montrez plus jamais vos sales têtes. Accompagné de Maître Leclerc, j'ai quitté la maison qui avait été ma prison pendant 10 ans. Derrière mon dos, les cris de Julien et les sanglots de Béatrice se sont fondus en un chœur infernal. Le lendemain à midi, dans un quartier de banlieue balayé par un vent froid d'automne, Julien et Béatrice se tenaient perdus sur le trottoir, regardant la maison dans laquelle ils ne pouvaient plus se permettre de vivre un jour de plus. Ayant réalisé qu'ils ne pouvaient même pas payer la prochaine facture d'électricité ou les frais d'avocat pour contester l'expulsion, ils s'étaient enfuis volontairement. Les seules choses qui leur restaient étaient des sacs de sport avec des vêtements pour quelques jours, emballés à la hâte, et un peu d'argent liquide. Ce n'est pas possible. On s'est vraiment fait jeter dehors. Les voisins nous regardent, murmura Béatrice d'une voix tremblante, remontant le col de son manteau pour se cacher. Le quartier où hier encore elle se pavanait la tête haute, se sentant comme une mondaine, ressemblait maintenant à un monstre hostile qui se moquait d'elle. Ils se dirigèrent rapidement vers la gare. Assis dans le coin d'un restaurant bon marché, chacun avec un téléphone à la main, ils ont essayé de trouver une issue. Ils croyaient aveuglément qu'ils avaient plein d'amis influents prêts à les aider. Je vais appeler les filles, a dit Béatrice. Les dames avec qui je prends le thé au country club. Elles me prêteront sûrement de l'argent pour un hôtel. Elle a composé frénétiquement un numéro. Allô, Anne. C'est Béatrice. Tu vois, j'ai un petit problème avec ma belle-fille. Et ah, oui. On sait déjà que ton fils a été viré en disgrâce, n'est-ce pas? La voix de son ami était plus froide que la glace. Écoute, l'entreprise de mon mari est sous-traitante de ton ancienne boîte. Toute l'industrie parle de l'idiot qui a insulté les Lefebvre et ruiné un projet de plusieurs milliards de dollars. Mais c'est un malentendu. Nous sommes amis. Ne me fais pas rire. Le gloussement caustique à l'autre bout du fil lui a fait mal jusqu'à l'os. Nous ne te tolérions que parce que tu payais toujours les déjeuners chers, et maintenant il s'avère que c'était entièrement aux frais de ta belle-fille. Quelle pitié. Je ne supporte pas les gens sans classe. Ne rappelle plus ici. Clic. Béatrice a laissé tomber son téléphone, pâle comme un cadavre. Son amitié d'élite était fausse, basée entièrement sur l'argent que je gagnais. Sans lui, elle n'était rien de plus qu'une mendiante. À la table en face d'elle, Julien a frappé du poing sur la table. Il appelait aussi ses collègues. Écoute, Paul, tu te souviens quand je t'ai aidé sur ce projet? Désolé, Jus. J'en ai par-dessus la tête en ce moment. En plus, si on me voit fréquenter un type qui s'est fait virer pour faute grave avec un scandale énorme, je pourrais me faire virer moi-même. S'il te plaît, ne me rappelle plus. L'appel s'est terminé brusquement. Son prétendu charisme et sa popularité reposaient entièrement sur le prestige de son entreprise et le filet de sécurité financier que je lui fournissais secrètement. À ce moment-là,
un reportage passait à la télévision accroché dans le restaurant. Suite à l'annulation du projet de zonage controversé, le groupe Lefebvre Développement a annoncé aujourd'hui la formation d'une nouvelle alliance avec le leader du secteur de la construction, Bâti-France. À l'écran, ma mère, Catherine Lefebvre, répondait aux questions des journalistes avec un sourire calme. Le présentateur a ajouté, ce nouveau projet devrait générer des centaines de millions d'euros d'impact économique. Eux, qui avaient essayé de piétiner une retraitée sans le sou, ont réalisé que leur adversaire était dans une ligue complètement intouchable et qu'ils avaient eux-mêmes jeté une vie de luxe garantie par leurs propres mains. Je suis un parfait idiot. Des larmes de regret ont jailli des yeux de Julien. 6 mois après le scandale, où Julien et Béatrice ont été arrêtés par la police judiciaire pour usurpation d'identité et escroquerie en bande organisée. Après avoir désespérément essayé d'ouvrir plusieurs cartes de crédit à plafond élevé et des prêts personnels en utilisant mon numéro de sécurité sociale, ma vie a enfin trouvé un rythme paisible et serein. Mon divorce a été finalisé rapidement et entièrement en ma faveur, me libérant complètement de sa ruine financière. Julien avait été condamné à la prison ferme. Le crime d'usurpation d'identité combiné aux énormes dettes qu'il devait a scellé son sort. Béatrice, en tant que complice consentante, a également reçu une peine de prison. Quand ils sortiront éventuellement, tout ce qui les attendra sera une dette écrasante et le stigmate d'anciens détenus. Tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et de l'esbrouf, ils l'ont détruit de leurs propres mains. J'étais assise sur la véranda de notre domaine historique, travaillant sur mon ordinateur portable, quand ma mère m'a apporté une tasse de thé. Sophie, ma chérie, fais une pause. Le soleil de printemps brillait et l'arôme du thé se mélangeait au parfum des fleurs du jardin. Ma mère, entièrement remise de sa blessure au dos, profitait de ces journées. Mon travail de traductrice médicale était plus reconnu que jamais, et mes traductions étaient publiées dans de prestigieuses revues internationales. Maman, dis-je en regardant les carpes koi colorées dans les temps. Tu sais, le jour où Julien a dit que chacun devait s'occuper de ses propres parents, je n'ai pas ressenti de désespoir. J'ai ressenti une étrange clarté. J'ai réalisé que pour lui, je n'étais pas une partenaire de vie, mais un outil. Ma mère m'a serré doucement dans ses bras. Tu as beaucoup enduré, ma fille, mais la gentillesse doit être accordée à ceux qui la méritent. Ton amour est pour ceux qui t'apprécient vraiment. Les larmes me sont montées aux yeux. Ma mère, qu'ils avaient humiliée, avait attendu patiemment que je prenne la décision moi-même. Merci, maman. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi et pour créer plein de souvenirs heureux avec toi. Bien sûr, a-t-elle souri. Et si on allait dans les Alpes le mois prochain? Tu voulais travailler sur tes traductions avec une vue sur la montagne. J'ai souri en essuyant mes larmes. La lumière du soleil printanier inondant la véranda semblait bénir notre avenir. Chacun s'occupe de ses propres parents. Cette phrase ne sonnait plus froidement. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'isolement ou d'abandon, mais de respect mutuel entre des adultes indépendants qui se soutiennent avec un amour sincère. C'est le vrai sens de la famille. Sorti du sombre tunnel de 10 ans, je m'étais enfin retrouvé. Les chaînes du passé avaient disparu. Devant moi ne s'étendait qu'un ciel bleu clair et infini pour lequel je m'étais battu, le début d'une nouvelle vie.